Patrick Jeuet, Hermès trahi, imposture philosophique et néo-spiritualisme, d'après l'œuvre de René Guénon. Le renversement psychanalytique, de Freud à Jung. Dans son petit livre consacré à la mystique juive, Charles Mopsic évoquait dernièrement, sans la discuter, l'existence d'une thèse assez nouvelle qui voit dans la Kabbale l'inspiratrice de la pensée de Freud, le père de la psychanalyse. Cette thèse, assez étrange au demeurant, n'a pratiquement donné lieu à aucune analyse critique. Nous nous proposons dans ce premier chapitre de chercher à comprendre le sens de cette filiation supposée, afin de montrer si, au contraire, la psychanalyse ne représente pas une version caricaturale des anciennes initiations d'une part, et des principes herméneutiques traditionnels d'autre part. Une des caractéristiques les plus paradoxales des différentes idéologies qui ont contribué à façonner le monde moderne réside dans le fait qu'elles conservent toutes, du moins sur certains points, une structure et une vocation religieuse, et cela malgré leurs présupposés fondamentalement anti-religieux. Ce phénomène a été maintes fois constaté, notamment à propos du marxisme ou encore du messianisme positiviste d'Auguste Comte. Sur ce point, Mircea Eliade a bien analysé le processus de récupération du mythe de l'âge d'or au XIXe siècle, en soulignant l'existence d'une transposition, mot pour mot, des notions eschatologiques traditionnelles au sein du matérialisme historique. Le concept révolutionnaire de régénération apparaît, lui-même, comme la combinaison étrange d'un idéal démocratique d'égalité, parfois teinté d'occultisme, ou plus curieusement d'égyptomanie, prolongeant tout en la désacralisant l'idée traditionnelle de seconde naissance. Pareillement, la théorie darwinienne de l'évolution des êtres vivants, dont l'impact sur Freud fut décisif, a bien été, comme le notait récemment Michael Denton, imposée comme un véritable dogme laïque, et cela malgré son caractère hautement spéculatif, entièrement dépourvu de support factuel direct. Très vite, une des conséquences spirituelles majeures de l'hypothèse de Darwin allait être d'évacuer radicalement la doctrine biblique des origines, afin d'y substituer une mythologie opposée, dont la particularité inédite était la suppression du statut privilégié de l'humanité primordiale. Or, le fait que Freud ait exprimé, comme chacun sait, l'idée d'une filiation intellectuelle entre Copernic, Darwin et lui-même, ne peut selon nous se comprendre que grâce à ce que l'on pourrait appeler une logique de l'inversion. Ainsi la psychanalyse, en tant que pôle herméneutique contemporain, représenterait en réalité, et davantage que toute autre théorie, une espèce de renversement du processus initiatique traditionnel. C'est du reste ce qu'affirmait Mircea Eliade lorsqu'il écrivait « On pourrait même considérer la psychanalyse comme une forme dégradée de l'initiation, c'est-à-dire une initiation accessible à un monde désacralisé. Autrement dit, à un monde dans lequel toute trace d'initiation régulière complète avait quasiment disparu. » Certains ont pu d'ailleurs assimiler la pensée freudienne à une manifestation culturelle du monde à l'envers, cette expression populaire connue du traitement apocalyptique de la crise sociale. Cela dit, notons que Mircea Eliade parle bien ici, non pas d'une religion, mais d'une initiation dégradée. Or la mise en lumière de cette structure apparemment initiatique de la psychanalyse a donné lieu, il y a plus de 30 ans, à une étude particulièrement intéressante sur Freud, quoique presque totalement passée sous silence. Il s'agit de l'ouvrage de Bacon intitulé « Freud et la tradition mystique juive », dont la thèse principale était de soutenir le caractère et l'origine kabbalistique de la psychanalyse. Même si cette idée nous semble au fond peu convaincante, la démonstration de Bacon mérite d'être examinée de plus près. Bien que celui-ci ait eu conscience de la dimension laïque des conceptions freudiennes de la religion, il soulignait tout d'abord l'attachement déclaré de Freud à sa judéité en tant que, ouvrez les guillemets, source d'énergie. L'appartenance de Freud à de nombreuses organisations juives, dont le Bnai Brit de Vienne, était le signe de cet attachement. Cette institution pseudo-maçonnique, où Freud présenta pour la première fois sa théorie des rêves,
était aussi la preuve du rôle joué, dans la vie de ce dernier, par une association s'étant dotée artificiellement d'une structure plus ou moins initiatique. Concernant les liens présumés entre Freud et la Kabbale, Bacon remarquait en second lieu une ressemblance entre les techniques mystiques d'Abraham Aboulafia et, ouvrez les guillemets, la méthode psychanalytique de la libre association. Ajoutons que, ouvrez les guillemets, la logique de l'univers réel de Dieu chez Aboulafia deviendra pour Freud la logique de l'inconscient, fermez les guillemets. Il observait ensuite l'existence de caractères communs entre le Zohar et les écrits de Freud, liés surtout aux méthodes d'interprétation du langage, à l'importance reconnue à la sexualité, à la signification des rêves, au rôle du jeu de mots, etc. Un autre aspect instructif du livre de Bacon, évoqué à travers l'exemple de Zabbatai Zevi, les, ouvrez les guillemets, fortes tendances de Freud à l'hérésie, fermez les guillemets, en soulignant la parenté entre le messianisme juif hétérodoxe de Jacob Frank ou d'Israël Baal Shem Tov, entre parenthèses hassidisme, et le projet psychanalytique de démantèlement de la loi mosaïque. C'est d'ailleurs l'intérêt porté à Moïse, qui, selon Bacon, pouvait donner la clé de la pensée de Freud. En tant que nouveau législateur, Freud devait en effet abroger l'ancienne loi. Le Moïse égyptien du père de la psychanalyse avait imposé au peuple juif des règles de vie par trop coercitives, qui devaient être, ouvrez les guillemets, rendues caduques par les progrès et la liberté nouvelle du monde occidental, fermez les guillemets, pour cette raison. Mais Freud ne vient pas seulement se substituer à Moïse, il s'est aussi très tôt assimilé à un autre prophète de l'Ancien Testament, Joseph, considéré comme étant par excellence l'interprète des songes. Ouvrez les guillemets. Il est à remarquer, écrit Freud, que le nom de Joseph joue un grand rôle dans mes rêves. Mon propre ego trouve très facile de se dissimuler derrière des gens portant ce nom, puisque Joseph était le nom de l'homme fameux dans la Bible pour interpréter les songes. Fermez les guillemets. Telles sont, brièvement rappelées, les hypothèses principales du livre de Bacon. Les difficultés qu'elle pose, nous l'avons dit, résident dans le fait que se trouve mêlée la conscience du caractère anti-religieux de la pensée freudienne à l'idée d'une parenté, sinon même d'une continuité, entre celle-ci et la mystique juive. Or, si Bacon a soulevé dans cette étude un problème, voire le problème de la psychanalyse, la réponse qu'il donne reste fondamentalement contradictoire, dans la mesure où la fonction ultime de l'analyse et celle de la Kabbale juive n'ont strictement aucun rapport. Pourtant, et parfois à juste titre, Bacon remarque entre les deux des ressemblances qu'il faut bien expliquer, et cela nous semblerait bien difficile sans recourir à l'hypothèse selon laquelle la théorie de Freud serait une forme d'initiation inversée. En effet, les analogies formelles que relève Bacon ne lui servent qu'à justifier l'idée préconçue d'un fondement kabbalistique de la psychanalyse. Simplement, la totalité de l'appareil théorique de cette dernière semble inconnue de la Kabbale, et vice-versa. Soutenir par exemple l'identité de l'extase intellectuelle, au sens où l'entend Aboulafia, qui est une illumination divine, avec la connaissance psychanalytique, apparaît pour le moins forcé, compte tenu du net athéisme de Freud. Afin de mieux comprendre ces analogies de surface, il serait peut-être nécessaire de prendre en compte l'existence d'une dimension para-initiatique de la psychanalyse qui se révélerait être sa véritable nature, ainsi que l'a bien mise en lumière Wielenburger dans son étude « Freudisme, cité de savants ou secte néognostique ?» La science freudienne ne serait plus, après examen, ouvrez les guillemets, l'avant-garde d'un nouveau savoir sur l'homme, mais la plus récente réminiscence d'une sagesse perdue, fermez les guillemets. Or, peut-être est-ce la nostalgie d'une gnose auréolée de mystère qui incite Bacon à rétro-projeter dans un noble passé mystique les origines de la nouvelle psychologie. Toujours, le récent se cherche, paradoxalement, pour s'auto-justifier, une glorieuse et antique généalogie. Mais rien dans le Bahir ni le Zohar ne laisse prévoir Freud.
la laïcisation qu'il opérerait de la Kabbale, selon Bacon, est au fond moins un prolongement qu'une rupture, à peine masquée. Comme nous l'avons indiqué précédemment, tout, depuis la formation du psychanalyste, en passant par l'interprétation du langage, des nombres, la quête fondamentale du sens caché des rêves, etc., fait de Freud une sorte de nouveau messie chargé de répandre à travers le monde une mythologie nouvelle capable d'élucider, enfin, les mystères de la vie psychique. C'est donc une grande partie des objets d'étude de l'herméneutique juive traditionnelle qui se trouve ainsi captée et investie par une idéologie foncièrement anti-métaphysique. Ce processus d'appropriation a même pu donner l'impression d'une proximité entre la cure d'un psychanalyste et celle d'un chaman Kuna aux yeux d'un anthropologue comme Lévi-Strauss. Pourtant, Freud n'accepterait sans doute pas l'idée chamanique, absolument essentielle, selon laquelle, d'après Eliade, ouvrez les guillemets, le malade mental se révèle un mystique raté, ou mieux encore, un mystique simiesque, fermez les guillemets. Or, les pathologies hystériques, en particulier celles étudiées par Charcot, relèvent toutes de ce cas de figure. De l'étiologie psychanalytique résulte par conséquent une sécularisation des maladies de l'âme. Comme le souligne Bacon à propos d'un texte de Freud intitulé « Une névrose démoniaque au XVIIe siècle », ce qui apparaissait autrefois sous un vêtement démonologique n'est aujourd'hui considéré que comme une simple névrose. Freud admet bien l'équivalence entre celle-ci et la possession, mais il refuse l'existence individuelle des démons et, ouvrez les guillemets, la projection que le Moyen-Âge avait faite de ses créations psychiques dans le monde extérieur, fermez les guillemets. La psychanalyse implique donc également une laïcisation et une évacuation du mal sous sa forme diabolique. Son élaboration n'a d'ailleurs pu se faire que dans l'ignorance de ses causes et, d'une manière générale, de l'anthropologie traditionnelle. Lorsque Freud soutient par exemple que, ouvrez les guillemets, à une époque récente que nous pouvons nommer pré-scientifique, l'humanité n'était pas en peine d'interpréter ses rêves, fermez les guillemets, il énonce une contre-vérité doublée d'un préjugé positiviste qui, à l'heure actuelle, semble inacceptable. Freud ne fait pas davantage état d'une connaissance de l'onirologie talmudique ou des doctrines kabbalistiques sur la sexualité, qui pourtant existent bel et bien. Au total, son entreprise vise apparemment une isolation ontologique de l'homme qui le coupe d'un réel transcendant, entre parenthèses, Dieu, songe inspiré, etc., fermez la parenthèse, comme d'un réel hostile et malfaisant, entre parenthèses, démonologie, et participe en ce sens au processus de désenchantement du monde défini par Max Weber. Ce panpsychisme paradoxalement anthropocentrique de Freud culmine à l'évidence dans la théorie de l'inconscient, dont les contradictions logiques ont été brillamment démontrées par Sartre. Là encore, une équivalence stricte entre, ouvrez les guillemets, cet animal redoutable, dont parlait le philosophe Alain, et l'ancienne figure hébraïque de Satan, définie par Michel Valzan comme, ouvrez les guillemets, puissance de dissociation et de dissolution, fermez les guillemets, semble des plus probables. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici quelles sont les caractéristiques de ce concept dans la psychanalyse. L'important se limite pour nous à signaler en quoi, pour Jung par exemple, comme pour Freud, évoquant la vie de saint Antoine, ouvrez les guillemets, le diable c'est naturellement la voix du propre inconscient de l'anachorète, qui se dresse contre la répression violente de la nature individuelle, fermez les guillemets. Nous voyons bien, une fois encore, combien cette théorie se nourrit des conceptions théologiques traditionnelles et de ses dépendances, mais en déformant les enjeux. Le problème majeur du point de vue herméneutique étant lié à la fonction qu'aurait l'inconscient de produire les mythes, rites, symboles que véhicule l'ensemble des religions, il apparaît maintenant nécessaire de montrer en quoi l'entreprise jungienne peut quant à elle, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, sembler ou non conciliable avec un authentique projet de restauration d'une méthode d'interprétation pure, c'est-à-dire parfaitement adéquate à son objet.
L'idée de faire de la psychanalyse une voie d'accès privilégiée au sens profond de la religion avait été avancée par Freud, à propos de Jung du reste, dans sa Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique. Il était question, ouvrez les guillemets, d'établir un lien entre les manifestations névrotiques d'une part, les créations de l'imagination dans les domaines religieux et mythologiques d'autre part, fermez les guillemets. L'influence de Jung, et notamment de sa théorie de l'inconscient collectif, fut considérable chez les anthropologues et les historiens des religions, comme en témoignent par exemple certains écrits de Meslin. L'intérêt de la psychologie des profondeurs était de pouvoir en effet interpréter le phénomène religieux en dehors de toute référence théologique et métaphysique, et cela malgré l'intérêt, de cliniciens, porté à celle-ci par Jung. Depuis le XIXe siècle, une grande quantité d'informations avait été rassemblée par les orientalistes qui, progressivement, rendaient présente à la conscience occidentale contemporaine l'existence d'une pluralité de traditions dont le contenu faisait état d'une grande proximité de structure. Et c'est précisément cette proximité que Jung allait chercher à expliquer grâce à ce concept d'inconscient collectif, défini comme une matrice transhistorique et transindividuelle des mythes et des symboles. L'observation par exemple d'une récurrence du topos de Puersénex dans les littératures judéo-chrétiennes, taoïstes, bouddhistes, étrusques ou musulmanes, a pu ainsi être envisagée par un savant tel que Curtius comme une projection de l'inconscient collectif. À partir de là, l'emploi du terme platonicien d'archétype allait curieusement servir à désigner, ouvrez les guillemets, une image primordiale, fermez les guillemets, simple quantité psychique, et au dire de Jung, dépourvue de tout caractère transcendant. La référence à ces, ouvrez les guillemets, résidus archaïques, fermez les guillemets, en tant que, ouvrez les guillemets, tendances instinctives, fermez les guillemets, innées chez l'homme, allait devenir une méthode d'explication commode, facilement utilisable, voire même un véritable réflexe interprétatif. On observe donc à nouveau cette tendance à la récupération des structures antiques, mais vidées ou détournées de leur sens, c'est-à-dire dans le cas présent, à une précipitation sans précédent du monde intelligible, désormais transformé en une entité obscure et morbide. On pourrait donner d'autres exemples de récupération de ce type. Citons en particulier le cas du soi, envisagé comme fin du processus d'individuation, c'est-à-dire intégration de la personnalité du moi. Ce terme étant repris du vocabulaire védantin, normalement appliqué à Atma, c'est-à-dire l'esprit universel. Ou encore le sens positif donné par Jung au trickster, faiseur de tromperie, considéré en fait comme une figure diabolique. Pour ce motif déterminant, toute tentative d'harmonisation entre les thèses de Jung et l'approche métaphysique du réel pourra sembler difficile, sinon parfaitement illogique. Cette grave et notable équivoque a cependant été rejetée de façon tout à fait inattendue par Henri Corbin. Dans son article consacré à Jung et intitulé « La Sophia éternelle », celui-ci se demandait en effet, ouvrez les guillemets, pourquoi faut-il donc, dès que l'on montre qu'il y a des facteurs psychiques qui correspondent aux figures divines, que certains crient au blasphème comme si tout était perdu et ces figures dévalorisées. Cette bévue de Corbin appellerait en fait la réponse suivante. Le blasphème réside dans le fait que pour Jung, il n'y a pas, ou plutôt il n'existe pas, de figure divine. Chez ce dernier, celle-ci se trouve définitivement associée à un, ouvrez les guillemets, monde souterrain, et dépossédé de tout statut ontologique transcendant. Même si, curieusement, Jung accorde aux archétypes une capacité d'initiative propre, ceux-ci ne participent assurément, compte tenu de l'ensemble de son œuvre, d'aucune idée éternelle. Voici, à titre illustratif, ce qu'écrit le psychologue, ouvrez les guillemets. Lorsqu'il m'arrive de parler d'un archange, je ne prétends pas formuler une constatation métaphysique, fermez les guillemets. Il s'agit simplement d'un pur phénomène psychique. Jung avait d'ailleurs déjà clairement affirmé, ouvrez les guillemets, « Je sais et j'exprime là une certitude qui me vient d'innombrables expériences individuelles,
qu'actuellement nous sommes à l'époque de la mort et de la disparition de Dieu. Fermez les guillemets. Son objectif, contrairement à ce que croit Corbin, n'était pas de déceler dans la psyché humaine une trace ou un ensemble de structures complexes d'origine divine, comme l'admet nécessairement le métaphysicien en raison de l'homologie entre le macrocosme et le microcosme, mais de faire de cette psyché, surtout dans sa partie inconsciente, l'unique source du corpus symbolique et mystique traditionnel. En ce sens, les prolongements jungiens de la psychanalyse freudienne s'inscrivent résolument dans ce que Schönborn appelle fort justement la voie de la finitude radicale, c'est-à-dire de l'enfermement de l'homme à l'intérieur de ses propres limites mentales. Il a donc fallu tout le manque de clairvoyance de certains de nos contemporains pour soutenir par exemple l'équivalence des anciens rites d'initiation avec le processus d'individuation. L'idée que, ouvrez les guillemets, l'œuvre alchimique de Jung intéresse à son tour des occidentaux qui souhaitent s'ancrer dans une tradition d'Occident, fermez les guillemets, l'existence d'une ressemblance entre le monde des archétypes de Jung et le monde des idées platoniciennes, le fait que, ouvrez les guillemets, aujourd'hui seulement nous commençons à comprendre ces idées très avancées, entre parenthèses, celles du Burdo Todol, fermez la parenthèse, grâce à la nouvelle psychologie des profondeurs qui, pour la première fois, a osé dépasser les frontières de notre conscience éveillée pour s'aventurer vers les couches profondes de la psyché humaine, fermez les guillemets, etc. Ajoutons que même un théologien catholique comme Jean Danielou avait cautionné les travaux de Jung relatifs au symbolisme, sans peut-être se rendre compte des conséquences redoutables que cela pouvait avoir, y compris à l'égard de la doctrine de l'Église. Aujourd'hui, les écrits de Drew Herman permettent pleinement de mesurer l'ampleur de ces conséquences. Son attachement à la psychologie des profondeurs le conduit en effet à ne reconnaître aux, ouvrez les guillemets, légendes judéo-chrétiennes, fermez les guillemets, aux sacrements, aux rites, etc., qu'une origine inconsciente relevant des archétypes jungiens, de telle sorte que les Écritures, considérées normalement par les exégètes comme étant révélées, se trouveraient désormais placées sous la dépendance d'infrastructures autonomes et en quelque sorte rigoureusement séparées du Verbe, si tant est que ce principe puisse même avoir encore un sens dans cette perspective pour le moins contestable. En voulant corriger la théologie au moyen de la psychanalyse, en associant l'exercice du sacerdoce à la psychothérapie analytique, Drew Herman contribue à donner à ce paradoxe une dimension qu'il n'avait sans doute jamais encore atteinte. Du reste, d'après Jung lui-même, un théologien ne lui avait-il pas dit, ouvrez les guillemets, que les visions d'Ézéchiel n'étaient que des symptômes morbides, et que lorsque Moïse et les autres prophètes entendaient des voix leur parler, ils souffraient d'hallucinations? Fermez les guillemets, point d'interrogation. Ainsi serions-nous peut-être en présence d'une forme d'autodestruction du dogme, particulièrement subtile et grossière tout à la fois. Quoi qu'il en soit, le nominalisme fondamental de Jung, sur lequel nous insisterons dans notre deuxième partie, fait bien du mythe, de la vision inspirée, du symbole, de la doctrine même, des productions d'une activité imaginative, purement humaine et en dernier ressort, rigoureusement inconsciente. Comme le dit nettement Marie-Louise von Franz, ouvrez les guillemets, ce que nous appelons aujourd'hui l'inconscient collectif n'avait été encore jamais été conçu comme psychologique au sens moderne du mot, mais avait jusque-là toujours été projeté dans l'espace cosmique extérieur à l'âme. Fermez les guillemets, etc. En l'occurrence, il s'agit plus exactement de dédiviniser l'origine des mythes pour n'en faire que, ouvrez les guillemets, l'expression immédiate de l'activité vitale. Fermez les guillemets. Comme nous l'indiquions plus haut, il est extrêmement frappant de constater à l'heure actuelle l'existence d'un projet de conciliation, objectivement incohérent, entre les conceptions traditionnelles du monde et les hypothèses jungiennes sur les raisons de l'existence d'un fond psychique commun à toute l'humanité. La réalité incontestable de ce dernier trouvera dans la suite de notre recherche une explication toute différente de celle apportée par Jung, dont l'œuvre n'est, en définitive, qu'un des prolongements logiques ultimes
de l'anti-réalisme médiéval. Toujours est-il que son caractère largement subversif, du point de vue métaphysique, devrait inciter l'herméneute à davantage de discernement et de précision dans sa recherche du vrai sens. L'hypothèse que nous avons avancée concernant la nature de la psychanalyse en tant que phénomène culturel visant la récupération du domaine initiatique pourrait néanmoins sembler insoutenable. En effet, très tôt les psychanalystes, surtout à travers l'exemple du chamanisme, ont cherché systématiquement à dévaluer ce domaine, en assimilant ce qu'Eliade appelait, ouvrez les guillemets, changement de régime ontologique, fermez les guillemets, à une vulgaire pathologie mentale. L'ensemble du processus initiatique, les voyages célestes, les visions, rêves et ascensions, les doctrines cosmologiques et métaphysiques, la mythologie ancestrale des chamans, se trouvait a priori réduit à l'œuvre de Névrosé. Cette conception fut soutenue par Devereux et quantité d'autres psychologues. Nous ne chercherons pas ici à réfuter ce point de vue que Mircea Eliade avait critiqué et qui fut plus récemment sévèrement mis en cause par l'ethnologue Mitrani dans son article « Aperçu critique des approches psychiatriques du chamanisme ». L'important est d'observer la négation, chez les psychanalystes, d'une éventuelle efficacité spirituelle de l'initiation, ce qui semble bien normal étant donné les postulats agnostiques du système freudien. Cependant, comme nous l'avons indiqué plus haut, un certain nombre d'entre eux ont tenté de faire fusionner psychanalyse et initiation, à la fois sur le plan théorique et pratique. Cette tendance relativement nouvelle fut tout d'abord marginale, puis n'a cessé jusqu'à nos jours de prendre une expansion des plus significatives. Plusieurs cas ont été évoqués précédemment, dont celui de Schnetzler, qui essaie à l'intérieur de la franc-maçonnerie dite régulière une greffe assez douteuse de certaines conceptions psychanalytiques sur le vieux fond initiatique, d'origine principalement artisanale, que représente encore cette organisation. Nous nous arrêterons simplement sur les travaux de deux analystes, Dessoye et Saulier, afin de mieux justifier notre position. Dans son livre Théorie et pratique du rêve éveillé dirigé, Dessoye avait tenté d'établir ce que Gilbert Durand a qualifié de, ouvrez les guillemets, thérapeutique d'élévation psychique, sinon morale, fermez les guillemets. Il s'agissait en particulier, dans un but de guérison, de provoquer dans l'imagination du patient un rêve susceptible de modifier son psychisme dans un sens jugé positif. Parmi les images utilisées par Dessoye revenaient assez fréquemment celles de, ouvrez les guillemets, l'ascension d'un pic au sommet duquel habite un sage, fermez les guillemets, pouvant mener, comme c'est le cas plus loin, vers un prophète, Moïse ou Salomon. Cette méthode largement dépendante sur le plan herméneutique de l'archétypologie jungienne est intéressante en ce sens qu'elle semble aboutir à une simulation imaginaire et par conséquent réductrice des modèles ascensionnels traditionnels. Sans anticiper sur ce que nous développerons dans la troisième partie de ce travail, nous croyons qu'il serait difficile, en lisant les ouvrages de Dessoye, avec le recul nécessaire, de ne pas constater une ressemblance entre ces procédés et la structure des récits visionnaires traditionnels de type ascensionnel. Mais celle-ci ne demeure-t-elle pas purement formelle? En effet, ces récits impliquent, pour celui qui les vit, l'entrée dans un au-delà du monde sensible, plus réel, considéré comme lieu d'obtention privilégiée des connaissances secrètes que lui enseigne un esprit céleste, un ange ou un prophète. Généralement, ce voyage est aussi l'occasion d'une transformation spirituelle de l'initié, qui le fait ainsi accéder à un degré ontologique supérieur. À l'opposé, la technique de Dessoye, si elle repose sur le prestige qualitatif de la verticalité, n'en est pas moins limitée à un usage purement psychologique. La finalité des séances de rêve éveillé dirigé ne visant que le traitement des états dépressifs. Cette dérive psychiatrique n'est pas sans rappeler la manière très singulière qu'ont souvent les Occidentaux de comprendre et de pratiquer le yoga, qui, dans leur esprit, devient un vague exercice corporel susceptible de générer un bien-être mental et affectif.
auquel cas la méthode hindoue de délivrance, entre parenthèses moksha, serait réduite à une vulgaire gymnastique d'entretien à la portée de tous. Bien que le problème soit différent, la présence résiduelle de symboles ascensionnels dans l'analyse telle que la conçoit Deswai pourrait correspondre à une médicalisation profane, en un sens illégitime, de rites ayant à l'origine une toute autre fonction. La manipulation technique du sujet imaginant qu'il opère sous-entend elle-même une conception étroite de l'imagination, réduite à une simple activité productrice d'images, ne possédant aucun statut existentiel propre. Autrement dit, le sage ou le prophète dont rêve le patient Deswai n'ont de réalité que dans le psychisme du malade. Or, il en va tout autrement lorsque l'on étudie par exemple les méthodes ésotériques de réalisation spirituelle qui, dans leur ensemble, impliquent nécessairement la possibilité concrète d'une rencontre avec un saint ou un prophète, en mode visionnaire. Il faudrait notamment citer l'exemple, dans la tradition du soufisme, de ce disciple qui, d'après Chodkiewicz, fut saisi d'un état spirituel, entre parenthèses, al, ouvrez les guillemets, pendant lequel il vit son cheikh le détruire à coups de pioche puis le reconstruire, fermez les guillemets, avec l'intention d'accomplir une régénération psychique instantanée de son être. Cette œuvre, rendue perceptible au moyen d'une image projetée dans le cœur du disciple par son maître, est due à l'action d'une force agissante purificatrice. Un tel emploi initiatique de la faculté imaginative n'est cependant concevable que par référence à une anthropologie sacrée et à une mystique cosmologique qui situe ce monde intermédiaire subtil, entre parenthèses psychique, entre le domaine corporel et le monde des réalités spirituelles. C'est en effet au moyen de la seule puissance spirituelle, informelle par essence, que le maître parvient à actualiser une semblable métamorphose de son jeune élève. Dans cette perspective, il convient donc de préciser le rôle exclusivement médiateur de l'imagination visionnaire. La psychanalyse, étant donné son rejet fondamental du troisième terme, spirituel, fait de l'imagination un espace replié sur lui-même et de l'image un élément dynamisant dépourvu de portée anagogique. Cela dit, si nous distinguons encore nettement les conceptions de Deswai des méthodes initiatiques traditionnelles, cela devient plus difficile de prime abord si nous cherchons à les opposer aux travaux de Solier. L'auteur de Psychanalyse et Imaginale appartient en effet à cette catégorie d'analystes qui, selon Michel Cazenave, ouvrez les guillemets, reprend explicitement la thèse de la filiation chamanique et de la psychanalyse moderne, fermez les guillemets. Ce que Solier affirmait déjà dans son livre intitulé Médecines initiatiques aux sources des psychothérapies, lorsqu'il écrivait, ouvrez les guillemets, toute cure psychanalytique profonde constitue une initiation sur mesure. Elle a son cérémonial, ses rites, nous sommes même à coup sûr les chamans de notre siècle, fermez les guillemets. Avant d'examiner brièvement cette conception, notons qu'elle semble entériner de manière décisive l'hypothèse que nous formulions au début de ce chapitre. Le problème majeur que pose ce psychanalyste réside dans l'injection qu'il effectue, à l'intérieur de ses recherches, d'un vocabulaire qui relève en principe d'un tout autre registre, que nous pourrions qualifier de métaphysique. Certes, Solier entend bien conférer à la cure, ouvertement et de façon inédite, une valeur initiatique, mais nous ne voyons pas à première vue comment il serait possible de justifier logiquement, sinon par un artifice, une pareille tentative d'assimilation. La principale difficulté sur laquelle nous allons nous arrêter consiste dans l'usage très particulier qu'il fait du terme d'imaginal, dont Corbin fut l'introducteur. Cette difficulté est d'autant plus grande que la définition qu'en donne Solier semble correspondre assez précisément à celle donnée par l'islamologue, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets, un intermonde entre les réalités sensibles et les réalités intelligibles platoniciennes, fermez les guillemets. Ce qui coïncide apparemment avec ce que nous disions plus haut concernant la situation et la fonction du monde intermédiaire. Pourtant, et c'est là que porte notre critique, Solier poursuit sa définition en ajoutant, ouvrez les guillemets, qui se rapproche du monde des archétypes de Jung, fermez les guillemets. Puis, ouvrez les guillemets, le mundus
imaginalis constitue donc une structure d'image, eidolon, eidos, qui est le reflet anthropomorphisé d'un autre monde, à la fois dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet, fermez le guillemets. Cette approche quelque peu surréaliste, en tout point conforme au style volontiers excentrique de l'auteur, laisse donc entendre la possibilité d'une quasi-identification du concept de monde imaginal, habité par ce qu'il nomme les imaginaux, au monde des archétypes jungiens. Or même si Solier prend à son compte l'opposition corbinienne entre imaginal et imaginaire, on constate cependant une méprise relative à la nature exacte du mundus imaginalis. Pour Solier, les dieux sont bien en nous, mais parce que l'inconscient leur donne l'existence. En aucun cas ils sont des réalités divines transcendantes, qui se rendraient présentes au monde et à notre esprit. Ainsi comprise, la psychanalyse devient une gigantesque opération de spoliation et d'annexion du corpus initiatique traditionnel, à la fois sur le plan doctrinal et sur le plan technique. Sa métamorphose en une prétendue voie initiatique la rendrait presque, pour un observateur inattentif, équivalente à ce que l'historien des religions entend par cette expression. Il s'agit en tous les cas d'un phénomène unique dans l'histoire récente des idées, qu'une science humaine en vienne progressivement à se présenter avec toutes les caractéristiques habituelles d'une initiation traditionnelle. Même si ce calque n'a pas pour ambition consciente ou reconnue l'inversion de cette dernière, il n'empêche que son effet immédiat est de produire ce que nous avons appelé une caricature de l'initiation et une confusion non moins redoutable dans la compréhension des doctrines mystiques qu'il cherche à imiter. Salam alaikum, bonsoir, bonjour. Alors je vais vous lire un chapitre du livre de René Guénon, Orient et Occident, pour information qui est paru en 1924, et vous allez voir que c'est d'une actualité, c'est déconcertant, voilà. Donc chapitre 4, terreur chimérique et danger réel. Les Occidentaux, malgré la haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur civilisation, sentent bien que leur domination sur le reste du monde est loin d'être assurée d'une manière définitive, qu'elle peut être à la merci d'événements qu'il leur est impossible de prévoir et, à plus forte raison, d'empêcher. Seulement, ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est que la cause principale des dangers qui les menacent réside dans le caractère même de la civilisation européenne. Tout ce qui ne s'appuie que sur l'ordre matériel, comme c'est le cas, ne saurait avoir qu'une réussite passagère. Le changement, qui est la loi de ce domaine essentiellement instable, peut avoir les pires conséquences à tous égards, et cela avec une rapidité d'autant plus foudroyante que la vitesse acquise est plus grande. L'excès même du progrès matériel risque fort d'aboutir à quelques cataclysmes. Que l'on songe à l'incessant perfectionnement des moyens de destruction, au rôle de plus en plus considérable qu'ils jouent dans les guerres modernes, aux perspectives peu rassurantes que certaines inventions ouvrent pour l'avenir, et l'on ne sera guère tenté de nier une telle possibilité. Du reste, les machines qui sont expressément destinées à tuer ne sont pas les seules dangereuses. Au point où les choses en sont arrivées dès maintenant, il n'est pas besoin de beaucoup d'imagination pour se représenter l'Occident finissant par se détruire lui-même, soit dans une guerre gigantesque dont la dernière ne donne encore qu'une faible idée, soit par les effets prévus de quelques produits qui, manipulés maladroitement, seraient capables de faire sauter non plus une usine ou une ville, mais tout un continent. Certes, il est encore permis d'espérer que l'Europe et même l'Amérique s'arrêteront dans cette voie et se ressaisiront avant d'en être venus à de telles extrémités. De moindres catastrophes peuvent leur être d'utiles avertissements et, par la crainte qu'elles inspireront, provoquer l'arrêt de cette course vertigineuse qui ne peut mener qu'à un abîme. Cela est possible, surtout
s'il s'y joint quelques déceptions sentimentales un peu trop fortes, propres à détruire dans la masse l'illusion du progrès moral. Le développement excessif du sentimentalisme pourrait donc contribuer aussi à ce résultat salutaire, et il le faut bien si l'Occident, livré à lui-même, ne doit trouver que dans sa propre mentalité les moyens d'une réaction qui deviendra nécessaire tôt ou tard. Tout cela, d'ailleurs, ne suffirait point pour imprimer à la civilisation occidentale, à ce moment même, une autre direction, et, comme l'équilibre n'est guère réalisable dans de telles conditions, il y aurait encore lieu de redouter un retour à la barbarie pure et simple, conséquence assez naturelle de la négation de l'intellectualité. Quoi qu'il en soit, de ces prévisions peut-être lointaines, les Occidentaux d'aujourd'hui en sont encore à se persuader que le progrès, ou ce qu'ils appellent ainsi, peut et doit être continu et indéfini. S'illusionnant plus que jamais sur leur propre compte, ils se sont donné à eux-mêmes la mission de faire pénétrer ce progrès partout, en l'imposant au besoin par la force aux peuples qui ont le tort, impardonnable à leurs yeux, de ne pas l'accepter avec empressement. Cette fureur de propagande à laquelle nous avons déjà fait allusion est fort dangereuse pour tout le monde, mais surtout pour les Occidentaux eux-mêmes, qu'elle fait craindre et détester. L'esprit de conquête n'avait jamais été poussé aussi loin et surtout il ne s'était jamais déguisé sous ces dehors hypocrites qui sont le propre du moralisme moderne. L'Occident oublie d'ailleurs qu'il n'avait aucune existence historique à une époque où les civilisations orientales avaient déjà atteint leur plein développement. Avec ses prétentions, il apparaît aux Orientaux comme un enfant qui, fier d'avoir acquis rapidement quelques connaissances rudimentaires, se croirait en possession du savoir total et voudrait l'enseigner à des vieillards remplis de sagesse et d'expérience. Ce ne serait là qu'un travers assez inoffensif et dont il n'y aurait qu'à sourire si les Occidentaux n'avaient pas à leur disposition la force brutale. Mais l'emploi qu'ils font de celle-ci change entièrement la face des choses, car c'est là qu'est le véritable danger pour ceux qui, bien involontairement, entrent en contact avec eux, et non dans une assimilation qu'ils sont parfaitement incapables de réaliser, n'étant ni intellectuellement ni même physiquement qualifiés pour y parvenir. En effet, les peuples européens, sans doute parce qu'ils sont formés d'éléments hétérogènes et ne constituent pas une race à proprement parler, sont ceux dont les caractères ethniques sont les moins stables et disparaissent le plus rapidement. En se mêlant à d'autres races, partout où il se produit de tels mélanges, c'est toujours l'occidental qui est absorbé, bien loin de pouvoir absorber les autres. Quant au point de vue intellectuel, les considérations que nous avons exposées jusqu'ici nous dispensent d'y insister. Une civilisation qui est sans cesse en mouvement, qui n'a ni tradition ni principe profond, ne peut évidemment exercer une influence réelle sur celle qui possède précisément tout ce qui lui manque à elle-même. Et, si l'influence inverse ne s'exerce pas davantage en fait, c'est seulement parce que les Occidentaux sont incapables de comprendre ce qui leur est étranger. Leur impénétrabilité à cet égard n'a d'autre cause qu'une infériorité mentale, tandis que celle des Orientaux est faite d'intellectualité pure. Il est des vérités qu'il est nécessaire de dire et de redire avec insistance, si déplaisantes qu'elles soient pour beaucoup de gens. Toutes les supériorités dont se targuent les Occidentaux sont purement imaginaires. À l'exception de la seule supériorité matérielle, celle-là n'est que trop réelle, personne ne la leur conteste, et au fond, personne ne la leur envie non plus. Mais le malheur est qu'ils en abusent. Pour quiconque a le courage de voir les choses telles qu'elles sont, la conquête coloniale ne peut, pas plus qu'aucune autre conquête par les armes, reposer sur un autre droit que celui de la force brutale. Qu'on invoque la nécessité pour un peuple qui se trouve trop à l'étroit chez lui d'étendre son champ d'activité, et qu'on dise qu'il ne peut le faire qu'aux dépens de ceux qui sont trop faibles pour lui résister, nous le voudrons bien. Et nous ne voyons même pas comment on pourrait empêcher que des choses de ce genre se produisent, mais que, du moins, on ne prétende pas faire intervenir là-dedans les intérêts de la civilisation qui n'ont rien à y voir. C'est là ce que nous appelons l'hypocrisie moraliste,
inconsciente dans la masse, qui ne fait jamais qu'accepter docilement les idées qu'on lui inculque. Elle ne doit pas l'être chez tous au même degré, et nous ne pouvons admettre que les hommes d'État en particulier soient dupes de la phraséologie qu'ils emploient. Lorsqu'une nation européenne s'empare d'un pays quelconque, ne fût-il habité que par des tribus vraiment barbares, on ne nous fera pas croire que c'est pour avoir le plaisir ou l'honneur de civiliser ces pauvres gens, qui ne l'ont point demandé, qu'on entreprend une expédition coûteuse, puis des travaux de toutes sortes. Il faut être bien naïf pour ne pas se rendre compte que le vrai mobile est tout autre, qu'il réside dans l'espérance de profit plus tangible. Ce dont il s'agit avant tout, quels que soient les prétextes invoqués, c'est d'exploiter le pays, et bien souvent, si on le peut, ses habitants en même temps. Car on ne saurait tolérer qu'ils continuent à y vivre à leur guise, même s'ils sont peu gênants. Mais comme ce mot d'exploiter sonne mal, cela s'appelle, dans le langage moderne, mettre en valeur un pays. C'est la même chose, mais il suffit de changer le mot pour que cela ne choque plus la sensibilité commune. Naturellement, quand la conquête est accomplie, les Européens donnent libre cours à leur prosélytisme, puisque c'est pour eux un véritable besoin. Chaque peuple y apporte son tempérament spécial, les uns le font plus brutalement, les autres avec plus de ménagement, et cette dernière attitude, alors même qu'elle n'est point l'effet d'un calcul, est sans doute la plus habile. Quant aux résultats obtenus, on oublie toujours que la civilisation de certains peuples n'est pas faite pour les autres, dont la mentalité est différente. Lorsqu'on a affaire à des sauvages, le mal n'est peut-être pas bien grand, et pourtant, en adoptant les dehors de la civilisation européenne, car cela reste bien superficiel, ils sont généralement plus portés à en imiter les mauvais côtés qu'à prendre ce qu'elle peut avoir de bon. Nous ne voulons pas insister sur cet aspect de la question, que nous n'envisageons qu'incidemment. Ce qui est autrement grave, c'est que les Européens, quand ils se trouvent en présence de peuples civilisés, se comportent avec eux comme s'ils avaient affaire à des sauvages. Et c'est alors qu'ils se rendent véritablement insupportables. Et nous ne parlons pas seulement des gens peu recommandables, parmi lesquels colons et fonctionnaires se recrutent trop souvent, nous parlons des Européens, presque sans exception. C'est un étrange état d'esprit, surtout chez des hommes qui parlent sans cesse de droit et de liberté, que celui qui les porte à dénier aux civilisations autres que la leur le droit à une existence indépendante. C'est là tout ce qu'on leur demanderait dans bien des cas, et ce n'est pas se montrer trop exigeant. Il est des orientaux qui, à cette seule condition, s'accommoderaient même d'une administration étrangère. Tellement le souci des contingences matérielles existe peu pour eux. Ce n'est que lorsqu'elles s'attaquent à leurs institutions traditionnelles que la domination européenne leur devient intolérable. Mais c'est justement à cet esprit traditionnel que les Occidentaux s'en prennent avant tout, parce qu'ils le craignent d'autant plus qu'ils le comprennent moins. En étant eux-mêmes dépourvus, les hommes de cette sorte ont peur instinctivement de tout ce qui les dépasse. Toutes leurs tentatives à cet égard demeureront toujours vaines, car il y a là une force dont ils ne soupçonnent pas l'immensité. Mais si leur indiscrétion leur attire certaines mésaventures, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On ne voit pas, du reste, au nom de quoi ils veulent obliger tout le monde à s'intéresser exclusivement à ce qui les intéresse, à mettre les préoccupations économiques au premier rang, ou à adopter le régime politique qui a leur préférence et qui même, en admettant qu'il soit le meilleur pour certains peuples, ne l'est pas nécessairement pour tous. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils ont de semblables prétentions non seulement vis-à-vis de peuples qu'ils ont conquis, mais aussi vis-à-vis de ceux chez lesquels ils sont parvenus à s'introduire et à s'installer tout en ayant l'air de respecter leur indépendance. En fait, ils étendent ces prétentions à l'humanité tout entière. S'il en était autrement, il n'y aurait pas, en général, de prévention ni d'hostilité systématique contre les Occidentaux. Leurs relations avec les autres hommes seraient ce que sont les relations normales entre les peuples différents. On les prendrait pour ce qu'ils sont, avec les qualités et les défauts qui leur sont propres.
et tout en regrettant peut-être de ne pouvoir entretenir avec eux des relations intellectuelles vraiment intéressantes, on ne chercherait guère à les changer, car les orientaux ne font point de prosélytisme. Ceux même d'entre les orientaux qui passent pour être les plus fermés à tout ce qui est étranger, les Chinois par exemple, verraient sans répugnance des Européens venir individuellement s'établir chez eux pour y faire du commerce, s'ils ne savaient trop bien, pour en avoir fait la triste expérience, à quoi ils s'exposent en les laissant faire, et quels empiètements sont bientôt la conséquence de ce qui, au début, semblait le plus inoffensif. Les Chinois sont le peuple le plus profondément pacifique qui existe. Nous disons pacifique et non pacifiste, car ils n'éprouvent point le besoin de faire là-dessus de grandiloquentes théories humanitaires. La guerre répugne à leur tempérament, et voilà tout. Si c'est là une faiblesse en un certain sens relatif, il y a dans la nature même de la race chinoise une force d'un autre ordre qui compense les effets et dont la conscience contribue sans doute à rendre possible cet état d'esprit pacifique. Cette race est douée d'un tel pouvoir d'absorption qu'elle a toujours assimilé tous ses conquérants successifs et avec une incroyable rapidité. L'histoire est là pour le prouver. Dans de pareilles conditions, rien ne saurait être plus ridicule que la chimérique terreur du péril jaune, inventé jadis par Guillaume II, qui le symbolisa même dans un de ses tableaux à prétention mystique qu'il se plaisait à peindre pour occuper ses loisirs. Il faut toute l'ignorance de la plupart des Occidentaux et leur incapacité à concevoir combien les autres hommes sont différents d'eux pour en arriver à s'imaginer le peuple chinois se levant en armes pour marcher à la conquête de l'Europe. Une invasion chinoise, si elle devait avoir lieu, ne pourrait être qu'une pénétration pacifique, et ce n'est pas là, en tout cas, un danger bien imminent. Il est vrai que si les Chinois avaient la mentalité occidentale, les inepties odieuses qu'on débite publiquement sur leur compte en toute occasion auraient largement suffi pour les inciter à envoyer des expéditions en Europe. Il n'en faut pas tant pour servir de prétexte à une intervention armée de la part des Occidentaux, mais ces choses laissent les Orientaux parfaitement indifférents. On n'a jamais, à notre connaissance, osé dire la vérité sur la genèse des événements qui se produisirent en 1900. La voici en quelques mots. Le territoire des légations européennes à Pékin est soustrait à la juridiction des autorités chinoises. Or, il s'était formé dans les dépendances de la légation allemande un véritable repère de voleurs, clients de la mission luthérienne, qui se répandaient de là dans la ville, pillaient tant qu'ils pouvaient, puis, avec leur butin, se repliaient dans leur refuge où, nul n'ayant le droit de les poursuivre, ils étaient assurés de l'impunité. La population finit par en être exaspérée et menaça d'envahir le territoire de la légation pour s'emparer des malfaiteurs qui s'y trouvaient. Le ministre d'Allemagne voulut s'y opposer et se mit à haranguer la foule, mais il ne réussit qu'à se faire tuer dans la bagarre. Pour venger cet outrage, une expédition fut organisée sans tarder, et le plus curieux est que tous les États européens, même l'Angleterre, s'y laissèrent entraîner à la suite de l'Allemagne. Le spectre du péril jaune avait du moins servi à quelque chose en cette circonstance. Il va sans dire que les belligérants retirèrent d'ailleurs de leur intervention des bénéfices appréciables, surtout au point de vue économique, et même il n'y eut pas que les États qui profitèrent de l'aventure. Nous connaissons des personnages qui ont acquis des situations fort avantageuses pour avoir fait la guerre dans les caves des légations. Il ne faudrait pas aller dire à ceux-là que le péril jaune n'est pas une réalité. Mais, objectera-t-on, il n'y a pas que les Chinois, et il y a aussi les Japonais qui, eux, sont bien un peuple guerrier. Cela est vrai, mais d'abord les Japonais, issus d'un mélange où dominent les éléments malais, n'appartiennent pas vraiment à la race jaune, et par conséquent leur tradition a forcément un caractère différent. Si le Japon a maintenant l'ambition d'exercer son hégémonie sur l'Asie tout entière, et de l'organiser à sa façon, c'est précisément parce que le shintoïsme, tradition qui, à bien des égards, diffère profondément du taoïsme chinois, et qui accorde une grande importance au rite guerrier, est entré en contact avec le nationalisme, emprunté naturellement à l'Occident, car les Japonais ont toujours excellé comme imitateurs,
et s'est changé en un impérialisme tout à fait semblable à ce que l'on peut voir dans d'autres pays. Toutefois, si les Japonais s'engagent dans une pareille entreprise, ils rencontreront tout autant de résistance que les peuples européens, et peut-être même davantage encore. En effet, les Chinois n'éprouvent pour personne la même hostilité que pour les Japonais, sans doute parce que ceux-ci, étant leurs voisins, leur semblent particulièrement dangereux. Ils les redoutent, comme un homme qui aime sa tranquillité redoute tout ce qui menace de la troubler. Et surtout, ils les méprisent. C'est seulement au Japon que le prétendu progrès occidental a été accueilli avec un empressement d'autant plus grand qu'on croit pouvoir le faire servir à réaliser cette ambition dont nous parlions tout à l'heure. Et pourtant, la supériorité des armements, même jointe aux plus remarquables qualités guerrières, ne prévaut pas toujours contre certaines forces d'un autre ordre. Les Japonais s'en sont bien aperçus à Formose, et la Corée n'est pas non plus pour eux une possession de tout repos. Au fond, si les Japonais furent très facilement victorieux, dans une guerre dont une bonne partie des Chinois n'eurent connaissance que lorsqu'elle fut terminée, c'est parce qu'ils furent alors favorisés pour des raisons spéciales par certains éléments hostiles à la dynastie mandchoue et qui savaient bien que d'autres influences interviendraient à temps pour empêcher les choses d'aller trop loin. Dans un pays comme la Chine, bien des événements, guerre ou révolution, prennent un aspect tout différent suivant qu'on les regarde de loin ou de près, et si étonnant que cela paraisse, c'est l'éloignement qui les grossit. Vu d'Europe, ils semblent considérables. En Chine même, ils se réduisent à de simples incidents locaux. C'est par une illusion d'optique du même genre que les Occidentaux attribuent une importance excessive aux agissements de petites minorités turbulentes, formées de gens que leurs propres compatriotes ignorent, souvent totalement, et pour lesquels, en tout cas, ils n'ont pas la moindre considération. Nous voulons parler de quelques individus élevés en Europe ou en Amérique, comme il s'en rencontre aujourd'hui, plus ou moins dans tous les pays orientaux, et qui, ayant perdu par cette éducation le sens traditionnel et ne sachant rien de leur propre civilisation, croient faire bien en affichant le modernisme le plus outrancier. Ces jeunes orientaux, comme ils s'intitulent eux-mêmes, pour mieux marquer leur tendance, ne sauraient jamais acquérir chez eux une influence réelle. Parfois, on les utilise à leur insu pour jouer un rôle dont ils ne se doutent pas, et cela est d'autant plus facile qu'ils se prennent fort au sérieux, mais il arrive aussi que, en reprenant contact avec leur race, ils sont peu à peu désabusés, se rendent compte que leur présomption était surtout faite d'ignorance, et finissent par redevenir de véritables orientaux. Ces éléments ne représentent que d'infimes exceptions, mais comme ils font quelque bruit au dehors, ils attirent l'attention des Occidentaux, qui les considèrent naturellement avec sympathie, et à qui ils font perdre de vue les multitudes silencieuses auprès desquelles ils sont absolument inexistants. Les vrais orientaux ne cherchent guère à se faire connaître de l'étranger, et c'est ce qui explique des erreurs assez singulières. Nous avons souvent été frappés de la facilité avec laquelle se font accepter comme d'authentiques représentants de la pensée orientale quelques écrivains sans compétences et sans mandat, parfois même à la solde d'une puissance européenne, et qui n'expriment guère que des idées tout occidentales, parce qu'ils portent des noms orientaux, on les croit volontiers sur parole, et, comme les termes de comparaison font défaut, on part de là pour attribuer à tous leurs compatriotes des conceptions ou des opinions qui n'appartiennent qu'à eux, et qui sont souvent aux antipodes de l'esprit oriental. Bien entendu, leurs productions sont strictement réservées au public européen ou américain, et en Orient, personne n'en a jamais entendu parler. En dehors des exceptions individuelles dont il vient d'être question, et aussi de l'exception collective qui est constituée par le Japon, le progrès matériel n'intéresse véritablement personne dans les pays orientaux, où on lui reconnaît peu d'avantages réels et beaucoup d'inconvénients, mais il y a là à son égard deux attitudes différentes, qui peuvent même sembler opposées extérieurement, et qui procèdent pourtant d'un même esprit. Les uns ne veulent à aucun prix entendre parler de ce prétendu progrès, et se renfermant dans une attitude de résistance purement passive,
continuent à se comporter comme s'ils n'existaient pas, les autres préfèrent accepter transitoirement ce progrès, tout en ne le regardant que comme une nécessité fâcheuse imposée par des circonstances qui n'auront qu'un temps, et uniquement parce qu'ils voient dans les instruments qu'ils peuvent mettre à leur disposition un moyen de résister plus efficacement à la domination occidentale et d'en hâter la fin. Ces deux courants existent partout, en Chine, dans l'Inde et dans les pays musulmans. Si le second paraît actuellement tendre à l'emporter assez généralement sur le premier, il faudrait bien se garder d'en conclure qu'il n'y ait aucun changement profond dans la manière d'être de l'Orient. Toute la différence se réduit à une simple question d'opportunité, et ce n'est pas de là que peut venir un rapprochement réel avec l'Occident. Bien au contraire. Les Orientaux qui veulent provoquer dans leur pays un développement industriel, leur permettant de lutter désormais sans désavantage avec les peuples européens, sur le terrain même où ceux-ci déploient toute leur activité, ces Orientaux, disons-nous, ne renoncent pour cela à rien de ce qui est essentiel de leur civilisation. De plus, la concurrence économique ne pourra être qu'une source de nouveaux conflits si un accord ne s'établit pas dans un autre domaine et à un point de vue plus élevé. Il est cependant quelques Orientaux, bien peu nombreux, qui en sont arrivés à penser ceci. Puisque les Occidentaux sont décidément réfractaires à l'intellectualité, qu'il n'en soit plus question, mais on pourrait peut-être établir malgré tout, avec certains peuples de l'Occident, des relations amicales limitées au domaine purement économique. Cela aussi est une illusion, où l'on commencera par s'entendre sur les principes et toutes les difficultés secondaires s'aplaniront ensuite, comme d'elles-mêmes, où l'on ne parviendra jamais à s'entendre vraiment sur rien. Et c'est à l'Occident seul qu'il appartient de faire, s'il le peut, les premiers pas dans la voie d'un rapprochement effectif, parce que c'est de l'incompréhension dont il a fait preuve jusqu'ici que viennent en réalité tous les obstacles. Il serait à souhaiter que les Occidentaux, se résignant enfin à voir la cause des plus dangereux malentendus là où elle est, c'est-à-dire en eux-mêmes, se débarrassent de ces terreurs ridicules dont le trop fameux péril jaune est assurément le plus bel exemple. On a coutume aussi d'agiter à tort et à travers le spectre du pan-islamisme. Ici, la crainte est sans doute moins absolument dénuée de fondement, car les peuples musulmans, occupant une situation intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, ont à la fois certains traits de l'un et de l'autre, et ils ont notamment un esprit beaucoup plus combatif que celui des purs orientaux. Mais enfin, il ne faudrait rien exagérer. Le vrai pan-islamisme est avant tout une affirmation de principe, d'un caractère essentiellement doctrinal. Pour qu'il prenne la forme d'une revendication politique, il faut que les Européens aient commis bien des maladresses. En tout cas, il n'y a rien de commun avec un nationalisme quelconque qui est tout à fait incompatible avec les conceptions fondamentales de l'islam. En somme, dans bien des cas, et nous pensons surtout ici à l'Afrique du Nord, une politique d'association bien comprise respectant intégralement la législation islamique et impliquant une renonciation définitive à toute tentative d'assimilation suffirait probablement à écarter le danger, si danger il y a. Quand on songe par exemple que les conditions imposées pour obtenir la naturalisation française équivalent tout simplement à une abjuration, et il y aurait bien d'autres faits à citer dans le même ordre, on ne peut s'étonner qu'il y ait fréquemment des heurts et des difficultés qu'une plus juste compréhension des choses pourrait éviter très aisément. Mais encore une fois, c'est précisément cette compréhension qui manque tout à fait aux Européens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la civilisation islamique, dans tous ses éléments essentiels, est rigoureusement traditionnelle, comme le sont toutes les civilisations orientales. Cette raison est pleinement suffisante pour que le pan-islamisme, quelque forme qu'il revête, ne puisse jamais s'identifier avec un mouvement tel que le bolchevisme, comme semblent le redouter des gens mal informés. Nous ne voudrions aucunement formuler ici une appréciation quelconque sur le bolchevisme russe, car il est bien difficile de savoir exactement à quoi s'en tenir là-dessus,
Il est probable que la réalité est assez différente de ce qu'on en dit couramment, et plus complexe qu'adversaires et partisans ne le pensent. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ce mouvement est nettement antitraditionnel, donc d'esprit, entièrement moderne et occidental. Il est profondément ridicule de prétendre opposer à l'esprit occidental la mentalité allemande ou même russe. Et nous ne savons quel sens les mots peuvent avoir pour ceux qui soutiennent une telle opinion, non plus que pour ceux qui qualifient le bolchevisme d'asiatique. En fait, l'Allemagne est au contraire un des pays où l'esprit occidental est porté à son degré le plus extrême, et quant aux Russes, même s'ils ont quelques traits extérieurs des Orientaux, ils en sont aussi éloignés intellectuellement qu'il est possible. Il faut ajouter que dans l'Occident, nous comprenons aussi le judaïsme, qui n'a jamais exercé d'influence que de ce côté, et dont l'action n'a même peut-être pas été tout à fait étrangère à la formation de la mentalité moderne en général. Et précisément, le rôle prépondérant joué dans le bolchevisme par les éléments israélites et pour les orientaux et surtout pour les musulmans, un grave motif de se méfier et de se tenir à l'écart. Nous ne parlons pas de quelques agitateurs du type jeunes turcs qui sont foncièrement anti-musulmans, souvent aussi anti-israélites d'origine et qui n'ont pas la moindre autorité. Dans l'Inde non plus, le bolchevisme ne peut s'introduire parce qu'il est en opposition avec toutes les institutions traditionnelles, et spécialement avec l'institution des castes. À ce point de vue, les hindous ne feraient pas de différence entre son action destructive et celle que les Anglais ont tentée depuis longtemps par toutes sortes de moyens, et là où l'une a échoué, l'autre ne réussirait pas davantage. Pour ce qui est de la Chine, tout ce qui est russe y est également fort antipathique, et d'ailleurs, l'esprit traditionnel n'y est pas moins solidement établi que dans tout le reste de l'Orient. Si certaines choses peuvent plus facilement y être tolérées à titre transitoire, c'est en raison de cette puissance d'absorption qui est propre à la race chinoise et qui, même d'un désordre passager, permet de tirer finalement le parti le plus avantageux. Enfin, il ne faudrait pas, pour accréditer la légende d'accords inexistants et impossibles, invoquer la présence en Russie de quelques bandes de mercenaires qui ne sont que de vulgaires brigands et dont les Chinois sont très heureux de se débarrasser au profit de leurs voisins. Quand les bolchevistes racontent qu'ils gagnent des partisans à leur idée parmi les orientaux, ils se vantent ou s'illusionnent. La vérité, c'est que certains orientaux voient dans la Russie, bolcheviste ou non, une auxiliaire possible contre la domination de certaines autres puissances occidentales, mais les idées bolchevistes leur sont parfaitement indifférentes, et même s'ils envisagent une entente ou une alliance temporaire comme acceptable dans certaines circonstances, c'est parce qu'ils savent bien que ces idées ne pourront jamais s'implanter chez eux. S'il en était autrement, ils se garderaient de les favoriser le moins du monde. On peut bien accepter comme auxiliaires, en vue d'une action déterminée, des gens avec qui on n'a aucune pensée commune, pour lesquels on n'éprouve ni estime ni sympathie. Pour les vrais orientaux, le bolchevisme, comme tout ce qui vient d'Occident, ne sera jamais qu'une force brutale. Si cette force peut momentanément leur rendre service, ils s'en féliciteront sans doute, mais on peut être assuré que, dès qu'ils n'auront plus rien à en attendre, ils prendront toutes les mesures voulues pour qu'elles ne puissent leur devenir nuisibles. Du reste, les orientaux qui aspirent à échapper à une domination occidentale ne consentiraient certainement pas à se placer pour y parvenir dans des conditions telles qu'ils risqueraient de retomber aussitôt sous une autre domination occidentale. Ils ne gagneraient rien au changement et, comme leur tempérament exclut toute hâte fébrile, ils préféreront toujours attendre des circonstances plus favorables, si éloignées qu'elles apparaissent, plutôt que de s'exposer à une semblable éventualité. Cette dernière remarque permet de comprendre pourquoi les orientaux, qui semblent les plus impatients de secouer le joug de l'Angleterre, n'ont pas songé pour le faire à profiter de la guerre de 14, c'est qu'ils savaient bien que l'Allemagne, en cas de victoire, ne manquerait pas de leur imposer à tout le moins un protectorat plus ou moins déguisé,
et qu'il ne voulait à aucun prix de ce nouvel asservissement. Aucun oriental ayant eu l'occasion de voir les Allemands d'un peu près ne pense qu'il soit possible de s'entendre avec eux plus qu'avec les Anglais. Il en est d'ailleurs de même pour les Russes, mais l'Allemagne, avec son organisation formidable, inspire généralement, et à bon droit, plus de crainte que la Russie. Les Orientaux ne seront jamais pour aucune puissance européenne, mais ils seront toujours contre celles, quelles qu'elles soient, qui voudront les opprimer, et contre celles-là seulement. Pour tout le reste, leur attitude ne peut être que neutre. Nous ne parlons ici, bien entendu, qu'au seul point de vue politique. En ce qui concerne les États ou les collectivités, il peut toujours y avoir des sympathies ou des antipathies individuelles qui restent en dehors de ces considérations, de même que, quand nous parlons de l'incompréhension occidentale, nous ne visons que la mentalité générale, sans préjudice des exceptions possibles. Ces exceptions sont d'ailleurs des plus rares. Néanmoins, si l'on est persuadé, comme nous le sommes, de l'intérêt immense que présente le retour à des relations normales entre l'Orient et l'Occident, il faut bien commencer dès maintenant à le préparer, avec les moyens dont on dispose, si faibles soient-ils, et le premier de ces moyens, c'est de faire comprendre à ceux qui en sont capables quelles sont les conditions indispensables de ce rapprochement. Ces conditions, nous l'avons dit, sont avant tout intellectuelles, et elles sont à la fois négatives et positives. D'abord, détruire tous les préjugés qui sont autant d'obstacles, et c'est à quoi tendent essentiellement toutes ces considérations que nous avons exposées jusqu'ici. Ensuite, à restaurer la véritable intellectualité que l'Occident a perdue, et que l'étude de la pensée orientale, pour peu qu'elle soit entreprise comme elle doit l'être, peut l'aider puissamment à retrouver. Il s'agit là en somme d'une réforme complète de l'esprit occidental, tel est du moins le but final à atteindre, mais cette réforme, au début, ne pourrait évidemment être réalisée que dans une élite restreinte, ce qui serait d'ailleurs suffisant pour qu'elle porte ses fruits à une échéance plus ou moins lointaine, par l'action que cette élite ne manquerait pas d'exercer, même sans le chercher expressément, sur tout le milieu occidental. Ce serait, selon toute vraisemblance, le seul moyen d'épargner à l'Occident les dangers très réels qui ne sont point ceux auxquels il croit et qui le menaceront de plus en plus s'il continue à suivre ses voies actuelles. Et ce serait aussi le seul moyen de sauver de la civilisation occidentale, au moment voulu, tout ce qui pourrait en être conservé, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut avoir d'avantageux, sous quelque rapport et de compatible avec l'intellectualité normale, au lieu de la laisser disparaître totalement dans quelqu'un de ces cataclysmes dont nous indiquions la possibilité au début du présent chapitre, sans d'ailleurs vouloir risquer en cela la moindre prédiction. Surtout, si une telle éventualité venait à se réaliser, la constitution préalable d'une élite intellectuelle, au vrai sens de ce mot, pourrait seule empêcher le retour à la barbarie. Et même, si cette élite avait eu le temps d'agir assez profondément sur la mentalité générale, elle éviterait l'absorption ou l'assimilation de l'Occident par d'autres civilisations, hypothèse beaucoup moins redoutable que la précédente, mais qui présenterait cependant quelques inconvénients, au moins transitoires, en raison des révolutions ethniques qui précéderaient nécessairement cette assimilation. À ce propos, et avant d'aller plus loin, nous tenons à préciser nettement notre attitude. Nous n'attaquons point l'Occident en lui-même, mais seulement ce qui est tout différent, l'esprit moderne, dans lequel nous voyons la cause de la déchéance intellectuelle de l'Occident. Rien ne serait plus souhaitable à notre avis que la reconstitution d'une civilisation proprement occidentale sur des bases normales, car la diversité des civilisations qui a toujours existé est la conséquence naturelle des différences mentales qui caractérisent les races. Mais la diversité dans les formes n'exclut aucunement l'accord sur les principes. Entente et harmonie ne veulent point dire uniformité, et penser le contraire serait sacrifier à ces utopies égalitaires contre lesquelles nous nous élevons précisément. Une civilisation normale, au sens où nous l'entendons, pourra toujours se développer sans être un danger pour les autres civilisations,
Ayant conscience de la place exacte qu'elle doit occuper dans l'ensemble de l'humanité terrestre, elle saura s'y tenir et ne créera aucun antagonisme, parce qu'elle n'aura aucune prétention à l'hégémonie, et parce qu'elle s'abstiendra de tout prosélytisme. Nous n'oserions pas affirmer cependant qu'une civilisation qui serait purement occidentale pourrait avoir intellectuellement l'équivalent de tout ce que possèdent les civilisations orientales. Dans le passé de l'Occident, en remontant aussi loin que l'histoire nous le fait connaître, on ne trouve pas pleinement cet équivalent, sauf peut-être dans quelques écoles extrêmement fermées, et dont pour cette raison il est difficile de parler avec certitude. Mais il s'y trouve néanmoins à cet égard des choses qui ne sont nullement négligeables, et que nos contemporains ont le plus grand tort d'ignorer systématiquement. En outre, si l'Occident arrive un jour à entretenir des relations intellectuelles avec l'Orient, nous ne voyons pas pourquoi il n'en profiterait pas pour suppléer à ce qui lui manquerait encore. On peut prendre des leçons ou des inspirations chez les autres sans abdiquer son indépendance, surtout si, au lieu de se contenter d'emprunts purs et simples, on sait adapter ce qu'on acquiert de la façon la plus conforme à sa propre mentalité. Mais encore une fois, ce sont là des possibilités lointaines, et en attendant que l'Occident soit revenu à ses propres traditions, il n'est peut-être pas d'autre moyen pour préparer ce retour et pour en retrouver les éléments que de procéder par analogie avec des formes traditionnelles qui, existant encore actuellement, peuvent être étudiées d'une manière directe. Ainsi, la compréhension des civilisations orientales pourrait contribuer à ramener l'Occident aux voies traditionnelles hors desquelles il s'est jeté inconsidérément, tandis que, d'un autre côté, le retour à cette tradition réaliserait par lui-même un rapprochement effectif avec l'Orient. Ce sont là deux choses qui sont intimement liées, de quelque façon qu'on les envisage, et qui nous apparaissent comme également utiles, voire même nécessaires. Tout cela pourra être mieux compris par ce que nous avons encore à dire, mais on doit voir déjà que nous ne critiquons pas l'Occident pour le vain plaisir de le critiquer, ni même pour faire ressortir son infériorité intellectuelle par rapport à l'Orient. Si le travail par lequel il faut commencer paraît surtout négatif, c'est qu'il est indispensable, comme nous le disions au début, de déblayer le terrain tout d'abord pour pouvoir ensuite y construire. En fait, si l'Occident renonçait à ses préjugés, la tâche serait à moitié accomplie, et même plus qu'à moitié peut-être, car rien ne s'opposerait plus à la constitution d'une élite intellectuelle, et ceux qui possèdent les facultés requises pour en faire partie, ne voyant plus se dresser devant eux les barrières presque infranchissables que créent les conditions actuelles, trouveraient dès lors facilement le moyen d'exercer et de développer ces facultés, au lieu qu'elles sont comprimées et étouffées par la formation, ou plutôt la déformation mentale, qui est imposée présentement à quiconque n'a pas le courage de se placer résolument en dehors des cadres conventionnels. Du reste, pour se rendre vraiment compte de l'inanité de ces préjugés dont nous parlons, il faut déjà un certain degré de compréhension positive, et pour certains, tout au moins, il est peut-être plus difficile d'atteindre ce degré que d'aller plus loin lorsqu'ils y sont parvenus. Pour une intelligence bien constituée, la vérité, si haute soit-elle, doit être plus assimilable que toutes les subtilités oiseuses où se complaît la sagesse profane du monde occidental. Voilà, fin du chapitre. Donc je rappelle, écrit en 1924 par René Guénon. Assalamu alaikum. Et à une prochaine fois.
Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Cette triste marionnette qui cherche l'amour aux quatre coins de la planète, qui voile en toi la confiance et le bien-être, qui a peur que tu crois à ce que tu pourrais être. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Sous cette baïonnette qui ressent que la vie n'est pas que le travail et la fête, victimes coupables ne sont que des faux concepts. Tu souris déjà à l'idée